Élève au collège Jean-Pierre Caloc de Locminé, dans le Morbihan, en Bretagne, nous avons fait le choix de participer au concours national de la résistance et de la déportation. Cette année, le thème de son concours est « Communiquer pour résister ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, la communication, aussi bien écrite que orale, fut une arme majeure pour résister contre l'ennemi. Dans le cadre de notre étude, l'ennemi à combattre sont les forces d'occupation allemandes et l'État de Vichy collaborateur. Notre problématique est donc de comprendre comment cette arme fut utilisée par les Français pour résister et s'organiser. Ce sujet concernera essentiellement la France et plus spécifiquement la région d'origine, à savoir le centre-Bretagne, terre de résistance bien connue durant cette guerre. Le premier thème de notre étude abordera donc la communication comme outil d'information, de persuasion, voire même le moyen principal de recrutement des hommes et des femmes. En effet, sans cette arme, les rangs de la résistance ne pouvaient pas donner leur avis sur l'occupation. Les Allemands maintenaient donc d'une main de fer tous les moyens d'information sur le territoire occupé. Nous analyserons ensuite la communication comme outil d'organisation interne au sein des différents réseaux de résistance. L'occupant allemand, dès son installation sur le territoire français, met en place un ensemble de mesures visant à contrôler toutes les formes de communication, presse, radio, réunions publiques, transport, etc. La volonté de maintenir l'ordre d'une armée d'occupation s'ajoute le rejet des libertés individuelles et collectives, d'opinion, d'expression, de réunion, d'association et de circulation, propre au régime totalitaire qu'est l'Allemagne nazie. Quant au régime collaborateur de Vichy, son souci d'imposer sa révolution nationale l'amène à prendre des décisions comparables, parfois en devançant l'occupant. Ainsi, à l'été 1940, en France et dans l'Empire disparaissent toutes les libertés individuelles et collectives, acquises par les Français depuis la Révolution française, dont celle de communiquer, de penser, d'exprimer, de s'exprimer, et de circuler et de s'associer. Pour comprendre pourquoi la population a accepté de tels changements, il faut se remettre dans le contexte de juin 1940. Les Français sont traumatisés par la défaite. Pendant des mois, le gouvernement et l'état-major ont répété que l'armée française était la meilleure au monde, que la victoire ne pouvait lui échapper. Les Français ne s'attendent pas à une telle faillite de l'armée, mais aussi de l'État. Les défaites les a abattus, déstabilisés et fragilisés. Le pays traverse donc une profonde crise de doute et de perte de confiance. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Informer, convaincre, recruter. La résistance par la presse. Dans les zones d'occupation, la présence des Allemands se manifeste par une prise en main de la presse et des éditions pour la propagande. Les agences de presse sont réquisitionnées, les journaux contrôlés et censurés. De plus, dès 1940, les listes d'auto font leurs apparitions. Ce sont des listes éditées par les nazis où sont inscrits les noms des livres à censurer. Environ 3000 ouvrages y sont écrits. Enfin, des organisations comme la Propaganda Abteilung supervisent les contrôles de l'information en orchestrant des campagnes pro-allemandes d'affiches ou en gérant les stocks de papier, de plus en plus rares à cette époque.
En zone sud, zone censée être libre, la presse est aussi soumise à la censure. Le contrôle des informations par l'État français doit être vérifié par le préfet ou l'intendant de police. La présence des encarts blancs dans les journaux témoigne de la sévérité de la censure et de la possibilité de ne diffuser que des informations favorables au régime de Vichy. Ces encarts blancs sont des espaces vierges présents dans les journaux où des informations ont été retirées de l'édition. De 1940 à 1944, les 2/3 des journaux sont confrontés à cette censure et au manque de moyens économiques, au détachement de leurs lecteurs. Quelques titres subsistent, comme le Petit Parisien. Ils sont les vecteurs de la propagande. Certains relaient une idéologie antisémite et collaborationniste. La Montagne de Clermont-Ferrand est un des rares titres à maintenir une distance avec les consignes des autorités. En Bretagne, le Braise Atao, Bretagne toujours, est le principal journal à être autorisé par les Allemands, car il est favorable à l'occupation. Face à cette restriction de liberté d'expression, les premiers signes de refus face au régime de Vichy, organisant des campagnes de propagande pro-nazie, sont manifestés par des inscriptions sur les murs, puis par la presse et l'édition clandestine. Des graffitis sont inscrits sur les affiches de propagande diffusées par les Allemands, montrant des résistants exécutés. On peut notamment voir les mots « martyr » ou « mort pour la France ». À partir de 1941, des V pour victoire et des croix lorraines, symboles de la France libre, seront aussi visibles. Des papillons, des tracts de petits formats destinés à être jetés font aussi leur apparition en forme de rectangle dans les boîtes aux lettres, sur les murs ou le mobilier urbain. Ils sont faits en papier ou en tissu et de courts slogans y sont inscrits. Vive la République quand même, ou Pétain au dodo, Laval au poteau, ou encore Travail forcé, loin de la famille, contre la patrie. Pour se diffuser, il nécessite un travail collaboratif et clandestin. Les premiers tracts naissent très précocement. Le jour où Pétain appelle à cesser le combat, l'entrepreneur Edmond Michelet fait paraître les premiers tracts qui seront distribués dans la ville de Brive-la-Gaillarde. On peut y lire « Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend ». Les tracts sont ronéotypés, c'est-à-dire polycopiés à l'aide d'un stencil ou dactylographié, tapé à la machine à écrire. On y intègre souvent des informations venant de Londres. Certains tracts sont parachutés principalement en Angleterre et en France libre pour lutter contre le régime de Vichy et l'occupant. Des tracts seront ensuite aéroportés par les Britanniques avec la Special Operation Executive, le service des opérations spéciales en français. Ensuite, les Américains avec l'Office of War Information, le bureau des informations de guerre. En 1940, ils s'allient pour former le Psychological War Brand. Ces organismes distribueront des informations pendant 4 ans. En plus des tracts, des journaux seront aussi jetés. On peut noter le courrier de l'air britannique ou l'armée en guerre. Les résistants ont petit à petit cherché à s'exprimer de façon plus élaborée. Jean Texier, socialiste, sera le premier à rédiger une brochure relatant 33 conseils pour lutter contre l'occupant, de plus en y ajoutant de l'humour. Ils vont donc développer la presse clandestine dans les zones occupées pour exprimer le refus de l'occupant. Les zones sous le commandement militaire de Bruxelles et l'Alsace, annexées, seront les premières à diffuser des feuilles clandestines. Dans le nord de la France, des groupes d'étudiants et de militants politiques vont se constituer pour améliorer le support et le contenu de ces feuilles clandestines. C'est fini. D'accord. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles, comme En captivité à Nantes, auront une durée de parution courte, jusqu'à l'été 1942, due au manque d'argent et de la répression allemande. En 1943, les écrits clandestins vont se propager dans les deux zones. Les journaux vont peu à peu se spécialiser, en fonction du public.
l'Humanité pour le Parti communiste, la Vie ouvrière pour la CGT, ou encore les Lettres françaises pour les milieux littéraires et l'Université libre pour les enseignants et les étudiants. Plus de 1200 titres vont naître entre 1939 et 1945. Ils seront édités en français, mais aussi en langue régionale, alsacien breton et étrangère, italien, espagnol, yiddish ou encore allemand. Juste avant la libération, les publications clandestines atteignent 2 millions d'exemplaires, soit autant que la presse légale. Ce succès entraîne donc des arrestations d'imprimeurs ou la saisie des journaux, sans pour autant altérer le développement de ces éditions. Les premiers rédacteurs n'étaient pas des professionnels et utilisaient des techniques plutôt rudimentaires, comme une imprimerie d'enfants. Ils furent premièrement imprimés en peu d'exemplaires. Ils seront ensuite faits à partir de machines à écrire ou de Ronéo, l'ancêtre de la polycopieuse. Les productions sont lentes. Le journal Libération, zone nord, ne possédant que 2 Ronéo, il ne produit que 4000 exemplaires de son journal, ce qui à l'époque était déjà beaucoup. Les imprimeurs professionnels se lieront de complicité avec les éditeurs de journaux clandestins, ce qui augmentera énormément les productions. Les imprimeurs travaillent de jour pour les journaux officiels et de nuit pour les clandestins. La répression à leur encontre est très sévère, mais cela permettra aux éditions clandestines de dépasser le stade artisanal pour diffuser à grande échelle. De rares mouvements possèdent cependant leur propre imprimerie. Après 1942, Jean Moulin et Yvon Moranda permettront des techniques plus avancées grâce à l'apport de fonds et de matériel par les conteneurs. Au fur et à mesure du temps, les techniques vont encore se perfectionner. Les titres seront envoyés par la poste, de nuit, par voiture à bras, sorte de charrette, utilisant la force humaine, ou collés sur les murs, déposés sur les banquettes. Ainsi, la presse clandestine s'intègre efficacement dans la résistance. Elle constitue d'abord une seconde source d'information, plus proche de la population. Elle dénoncera le pillage économique du pays et mettra en valeur les actions menées par la résistance française et les Alliés. Cependant, les sources d'information clandestines sont rares. Elles proviennent majoritairement de la BBC, puis se diversifient grâce aux agents de la France libre. En 1942, Jean Moulin crée le Bureau d'information et de presse, BIP. C'est une agence qui diffuse des journaux en France libre. Elle témoignera ensuite le sentiment patriotique et républicain des Français, le rejet de l'occupant, la collaboration de l'État et la condamnation de Vichy seront dénoncés par des titres et les éditoriaux. Elle poussera ensuite les Français au passage à l'action, puis à la désobéissance civile, après la création du service du travail obligatoire, service créé par le régime de Vichy. Sous l'occupation, la radio est une place très importante et une influence sur la population. Cependant, comme tous les autres médias, elle subira un contrôle très strict. Il y eut des radios officielles allemandes comme Radio Vichy et Radio Paris. Sous une apparence d'impartialité, Radio Vichy dénoncera la trahison gaulliste et clamera l'inexistence des batailles qui opposent les Français à l'extérieur. Les Français suivent les émissions radio à partir de postes TSF, créés dès les années 1900. Ils peuvent également écouter la radio avec des postes à galène. Un poste fonctionnant avec une pierre utilisée dans les années 1920, captant les grandes ondes. Dès 1938, la radio britannique BBC proposera des émissions en plusieurs langues étrangères. Pendant la drôle de guerre, c'est-à-dire de septembre 1939 à mai 1940, les bulletins journaliers d'information, considérés objectifs, seront de plus en plus écoutés, notamment par les bourgeois. C'est lors d'une de ces diffusions que le général de Gaulle prononcera l'appel du 18 juin 1940. À ce moment, sa mère est à Locminé et entendra son fils prononcer son appel. On peut remarquer que toute émission émise par la BBC commencera par la 5e symphonie de Beethoven, car en morse, cette suite de sonorités, 3 points et un tiret, correspond au V de victoire. La BBC connaîtra un énorme succès auprès des auditeurs français. Face à cela,
le régime de Vichy et les autorités d'occupation parasiteront les émissions britanniques afin d'éviter la propagation d'informations chez les Français. De plus, dès le 10 octobre 1940, une demande allemande interdira l'écoute des radios ennemies en zone occupée. L'écoute publique puis privée sera aussi réprimandée en zone sud, sous peine d'emprisonnement et de confiscation de postes. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce succès. Les autres médias européens sont strictement contrôlés. La BBC parle de la situation économique du pays, du sort des Alsaciens lorrains, et leur parle des batailles entre les alliés, France, Royaume-Uni et États-Unis, puis URSS contre l'Axe, Allemagne et Japon. Ainsi, les speakers de la BBC encourageront les Français à manifester ou déserter les rues. En 1940, la BBC est la seule source d'information permettant à la France libre la vie pour les Français. Elle aura une place essentielle dans la bataille opposant Vichy à l'occupant. Une sorte de guerre aura donc lieu entre les speakers de la BBC et ceux de Radio Vichy et Radio Paris. Face à l'interdiction des religions juives et des protestantes, les églises font entendre leurs inquiétudes face aux mesures antisémites et aux conditions d'internement des étrangers en publiant. Il existe aussi une forme moins connue de la résistance, la chanson. On peut noter une chanson très importante, le chant des partisans, écrit par Anna Marly. Des groupes de résistants créeront des chants pour témoigner de la fidélité de la patrie, de la provocation ou de la dérision, enthousiasme de la libération approchante. Les paroles de certaines de ces chansons seront ensuite adaptées pour être publiées dans des tracts ou dans des journaux clandestins. Les transmissions clandestines par radio étaient employées pour communiquer entre résistants, afin d'émettre des informations cruciales et aussi pour coordonner les différentes actions. Elles étaient ainsi élémentaires au bon fonctionnement des liaisons maritimes, aériennes et terrestres. Le 25 décembre 1940, Honoré d'Estienne d'Orvé, un commandant de corvette, réussit à établir la première liaison clandestine radio envoyée de la France libre en Bretagne, avec un poste émetteur et un opérateur radio. Il organisa également l'un des premiers réseaux de renseignement, qui fut nommé Nemrod. Mais, dénoncé, il sera arrêté et fusillé avec les membres de son groupe. Malgré les nombreuses autres tentatives en 1941, ce n'est qu'en 1942 que ces postes seront très prisés. Ils sont cependant beaucoup trop débutants. Ils ont cependant beaucoup trop de défauts. Trop lourds et encombrants, leur transport est hautement risqué car ils sont facilement repérables. De plus, il faut savoir utiliser le maniement très complexe, comme déterminer la bonne fréquence, avoir l'obligation de coder les messages ou encore l'absentéisme des opérateurs à Londres. En plus de cela, la Gestapo qui mène une lutte acharnée contre la radio clandestine, qu'elle soit en zone occupée ou... En plus de cela, la Gestapo qui mène une lutte acharnée contre la radio clandestine, qu'elle